faut vraiment faire prendre conscience au maximum de gens, à tout le monde si possible bien sûr, que l'avenir de l'humanité, ça passera par une planète en bonne santé. Bonjour à toutes et à tous, c'est Régis Moscardini du blog oxonature.com. Je suis vraiment très heureux de vous retrouver après plusieurs mois d'absence et plusieurs mois sans avoir publié un podcast et une interview. Alors, bien sûr, il n'a jamais été question pour moi d'arrêter le podcast, que je sais très écouter et très apprécier, mais j'ai consacré mon temps à d'autres projets, et ce qui explique cette absence de publication pendant plusieurs mois. À présent, ces projets sont terminés, je peux reprendre donc un rythme de publication normal. Alors, il s'agit du 53e épisode du podcast Interview de photographe nature, qui est, je vous le rappelle, la seule et unique émission sur le web, et bien qui vous aide à mieux photographier en compagnie des meilleurs photographes de nature francophones. N'hésitez pas, j'en profite pour vous le dire, à laisser un commentaire ou une note sur iTunes. Déjà, ça me fait plaisir. Et puis, en plus, ça donne toujours un peu plus de visibilité au podcast. Alors, merci si vous le faites. Donc, aujourd'hui, je reçois le photographe et cinéaste au parcours atypique, Adrien Favre. Alors, pourquoi parcours atypique ? Eh bien, parce qu'il a commencé comme comédien, il a suivi le célèbre cours Florent, et donc on peut pas dire qu'il était vraiment destiné à devenir ce talentueux photographe animalier que l'on connaît, et puis aussi à devenir un formidable ambassadeur pour défendre la cause animale. Et en fait, il suffit de suivre son compte Facebook ou son compte Instagram, par exemple, eh bien pour se rendre compte à quel point Adrien porte un amour vraiment égal à toute forme de vie sur Terre, et à quel point il aime partager ça. Dans cet épisode-là, on va beaucoup parler du loup, et vous vous doutez bien que avec Adrien, nos avis seront à tous les deux, disons, plutôt orientés, même très orientés pour la présence et la sauvegarde du loup, évidemment. Donc un épisode, une fois n'est pas coutume, dans lequel on va assez peu discuter de photographie. Il y a bien quelques moments où on va parler de méthodes de réglage, des prises de vue pour le loup, mais la très grande majorité de l'interview et de cet épisode est entièrement consacrée au loup. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente écoute. Bonjour Adrien. Bonjour. Écoute, je suis vraiment ravi de t'accueillir pour cette interview. Alors, je te suis depuis pas mal de temps sur les réseaux sociaux, notamment Facebook et Instagram, et j'ai découvert en fait ton travail grâce à ton premier film que tu avais fait pour le Nikon Film Festival, qui était « Je suis un nuisible », et qui a d'ailleurs fini 2e au prix du public sur plus de 1250 films. Et donc l'histoire racontait en fait la rencontre entre un renard et un jeune garçon, et ce film a marqué un très grand nombre de personnes, dont moi. Et c'est pour ça que c'est un vrai plaisir pour moi de pouvoir t'interviewer et parler avec toi de vive voix. Bah écoute, moi ça me fait aussi super plaisir, et je te remercie donc de me recevoir. Et c'est assez drôle parce que à mes débuts, quand j'ai commencé la photo animalière, ça fait pas très longtemps que je fais ça. J'ai beaucoup lu notamment tes articles sur comment photographier un renard ou d'autres comme ça. Et du coup, ça m'a énormément servi aussi. Super, merci Adrien, c'est très sympa. Ah non, avec plaisir, et c'est sincère. Écoute, alors, on y va. Première question. Alors, c'est un petit peu le rituel sur les interviews. Voilà, j'aimerais que tu te présentes, Adrien, s'il te plaît, en quelques mots, pour savoir exactement, qui tu es. Alors, donc, moi, j'ai 32 ans. Je suis photographe et réalisateur. Je touche un petit peu aussi à tout, que ce soit le montage, la prise de vue aussi. Je vivais en région parisienne que je viens de quitter récemment. Et pour te dire un peu mon parcours et comment je suis arrivé à la photo animalière. Parfait. Donc tu l'as dit, tu es réalisateur, photographe. Et mais de manière un peu plus précise, est-ce que tu as un parcours scolaire qui t'a amené naturellement à ce que tu fais maintenant, ou ça n'a rien à voir et puis tu t'es découvert finalement cette passion un peu sur le tard? Comment quelle est ta formation initiale et comment tu t'es retrouvé à faire ce métier maintenant? Alors moi, j'ai un parcours un peu atypique en fait. J'aime bien dire que je suis arrivé à la photographie animalière par hasard, parce que à la base, rien ne me destinait à faire ça. J'ai fait une école de théâtre à la sortie du bac. Moi, j'ai été comédien pendant quelques années. Après, je suis passé réalisateur à force d'être sur les tournages. J'avais envie de raconter plutôt mes propres histoires plutôt que de jouer celles des autres. Et un peu plus récemment, il y a quelques années, je dirais 2 ans et demi, 3 ans, je me suis intéressé plus particulièrement à la photographie, notamment à la photographie animalière. Et je dirais que l'élément déclencheur en fait de tout ça, ça a été un voyage que j'ai fait en Inde début 2015, où j'étais parti avec une ONG en fait pour filmer leurs actions. Et cette ONG faisait de la préservation, en fait, s'occupait de la préservation du tigre là-bas. Et du coup, le fait d'être sur le terrain et de voir un peu les problématiques de conservation, j'ai eu notamment la chance en Inde de voir des tigres sauvages. Notamment une fois une rencontre avec une tigresse de très très près pendant de longues minutes.
Et du coup, c'est un regard qui m'a marqué. Et à partir de là, à force de bosser avec les ONG sur place, d'avoir les chiffres, savoir qu'il y avait à peu près 100 000 tigres au début du XXe siècle et que aujourd'hui il y en avait à peu près 3 500, ça a été vraiment pour moi l'élément déclencheur. En fait, ça a été, je dirais, un déclic. Moi, j'ai toujours été passionné par les animaux sauvages depuis que je suis tout petit. Et j'avais du mal à concevoir de rester les bras croisés à les regarder disparaître. Et j'avais pas vraiment conscience à l'époque que c'était vraiment qu'on en était arrivé là en fait. Donc je suis autodidacte. J'ai pas du tout la prétention aujourd'hui d'être naturaliste. Je considère que j'apprends tous les jours, mais j'ai une grande passion en moi et j'ai une envie incroyable, comme un gamin un peu qui découvrait quelque chose de nouveau. Donc moi, je suis vraiment très content de faire ça. Ce que je trouve formidable dans ce que tu racontes, dans ce que tu dis, c'est que finalement, tous ceux qui sont passionnés par la nature et les animaux en général, on a tous plus ou moins eu un jour un peu un déclic comme ça, c'est-à-dire qu'on a tous croisé le regard de quelconque animal, même d'un animal domestique qui a pu nous émouvoir par exemple, mais assez peu sont les personnes qui ont réussi à matérialiser et à passer vraiment à l'action. On est tous sensibilisés par ce qui se passe dans le monde par rapport à la disparition de plein d'espèces différentes. On parle beaucoup du climat d'ailleurs, mais beaucoup moins de la biodiversité qui tend vraiment à être vraiment réduite. Et toi, tu es passé à l'action et je trouve ça assez fort. Qu'est-ce qui fait que toi, justement, tu as réussi à passer à l'action, à te dire, bah voilà, moi j'ai ce bagage technique-là, eh bien je vais mettre tout en œuvre pour, eh bien justement, servir la cause animale. Qu'est-ce qui fait que tu n'es pas resté dans ton coin à le constater et ne pas faire grand-chose finalement? Je dirais qu'en fait, comme je t'ai dit, j'ai commencé comédien en fait. Donc j'ai servi des réalisateurs pour essayer de raconter une histoire, pour interpréter peut-être le rôle qu'ils souhaitaient mettre en avant. Et à un moment donné, je me suis dit, j'ai commencé d'abord, j'ai pas fait des films sur la nature au départ, je faisais des films beaucoup sur les relations humaines, des problématiques plus humanistes, on va dire. Et puis, je me suis vraiment intéressé, comment dire, à la nature, notamment aux animaux sauvages, sachant que j'y connaissais vraiment pas grand-chose et j'ai pas honte de le dire. Et du coup, j'ai eu envie de faire des films pour défendre ça aussi. Je crois beaucoup dans le pouvoir des images, notamment pour comment dire, convaincre les jeunes générations. Aujourd'hui, les gens sont très connectés, sont beaucoup sur YouTube. On est vachement dans les sociétés un peu où on clique, on passe à autre chose, etc. Mais je me disais qu'arriver sur un format court, notamment comme l'offre le festival Nikon, exactement, mais c'était aussi le moyen de faire passer des messages de protection, mais assez courts. Donc c'est des choses qui vont pas forcément saouler les gens vont recevoir ça. Et du coup, il va peut-être avoir aussi un après, dans la mesure où après le visionnage du film, ils vont se poser des questions. Mais moi, je suis vraiment passé à ça. Pour revenir sur ta question, c'est plus du hasard. Mon parcours me permettait de faire ça. J'ai toujours adoré le cinéma et je trouvais que c'était très bien de concilier à la fois mon amour du cinéma et mon amour de la nature. Finalement, en tant que réalisateur, tu racontes des histoires. J'imagine, tu sais mieux que moi, mais j'imagine qu'un réalisateur, c'est d'abord quelqu'un qui raconte des histoires. Et toi, l'histoire que tu as envie de raconter, c'est l'histoire de la disparition de certaines espèces animales qui te touchent. En gros, c'est ça, hein, finalement. Hein. Ouais, c'est vraiment ça. Et depuis aussi de remettre, comment dire, au centre des discussions, la place de l'humain sur la planète aussi, parce que c'est vrai qu'on s'accapare beaucoup de place. On a façonné une planète pour l'homme. Et puis, je me dis, qu'est-ce qui reste aussi de la vie sauvage? Je trouve que quelque part, parfois, l'homme un peu renie ses origines. Nous, on s'est affranchi du sauvage. Mais le fait qu'encore, il subsiste encore d'autres formes de vie qui sont loin de nos modèles sociétals, qui n'ont rien à voir avec notre façon de vivre, voilà, même si c'est un autre monde, c'est un monde animal, certes. Je trouve ça passionnant et moi, ça me fascine qu'encore, au degré de civilisation auquel on est aujourd'hui, que ça puisse encore exister. Je trouve ça fascinant et j'espère vraiment de tout cœur que ça continuera à exister parce que c'est important et ça fait partie de notre patrimoine naturel vraiment et on devrait vraiment s'en soucier comme de beaucoup de sujets importants. Bien sûr, et clairement, et c'est vrai que malheureusement, hein, je crois que dans pas mal de pays, alors je jette pas la pierre, hein, c'est-à-dire qu'il y a des contextes, des situations qui sont très compliquées au niveau géopolitique, au niveau économique. Je pense par exemple au Brésil où récemment il y a le Grand JD avec Fabien Wöschlag qui a fait une vidéo vraiment qui a bien buzzé, hein, qui a fait des millions de vues. Ah, oui, enfin en tout cas au moins 1 million de vues sur YouTube sur la déforestation en Indonésie. Alors c'est vrai que
malheureusement, les gens qui sont en première ligne et qui vont déforester le font de manière, enfin, pour des raisons économiques. Et je pense qu'il y a vraiment un raisonnement à très court terme. C'est-à-dire qu'en gros, il faut vite ramasser de l'argent, avoir de la trésorerie, alors que la richesse des forêts qu'on détruit, finalement, elle a bien plus de valeur marchande que le simple fait de couper un arbre, quoi. Et le Brésil, parce que je pense j'ai dû voir un reportage récemment, le Brésil, par rapport à la pharmacopée, simplement, c'est du pétrole, quoi, finalement. Hein. C'est vraiment du pétrole, c'est de l'or en barre. Et simplement pour des raisons économiques à court terme, on détruit tout ça, et c'est vraiment très dommage. Et c'est grâce au travail que toi tu fournis, notamment, et plein d'autres personnes aussi dans ce cadre-là, qu'on peut sensibiliser les gens. Mais après, pour faire décider autrement les politiques, ça paraît quand même très très compliqué, en fait. Hein. Ouais, ça paraît très compliqué. Moi, j'adore ce que fait Fabien en général, sa chaîne YouTube, tout ça, c'est vachement bien. Et je trouve qu'il devient de plus en plus impliqué. Et il faut vraiment féliciter ça. Ce qu'ils ont fait là, c'était en Malaisie sur les forêts primaires, notamment avec la problématique de l'orang-outan, l'huile de palme qu'on retrouve partout dans tous les produits de notre quotidien en fait, et qui est vraiment un fléau pour l'humanité. Et comme tu l'as très justement dit, en fait, c'est quelque part aujourd'hui, il y a une demande énorme en huile de palme. Donc c'est aussi un moyen d'asservir ces pays parce qu'ils n'ont pas trop le choix en fait. Ils ont trouvé un moyen de subsister, donc ils vont à fond là-dedans. Mais le jour où l'Occident ne voudra plus d'huile de palme, ces pays n'auront plus rien puisqu'ils auront cassé en fait toutes leurs autres sources, comment dire, de revenus, qui sont notamment par exemple leur patrimoine naturel qui est exceptionnel, avec une faune et une flore qui est très très qui est endémique pour la plupart du temps et en plus qui est bien plus exceptionnel qu'ailleurs. Donc c'est ça qui est très triste. On en arrive là en fait. Les CP n'ont pas le choix, on a l'impression. Toi, Adrien, qui avec ta page Facebook, ton réseau Instagram, et même aussi tu es très présent sur le terrain, tu participes à des festivals, est-ce que tu sens quand même que l'opinion publique tend à bouger à ce niveau-là? Est-ce que tu sens que par rapport au plastique, par rapport à la déforestation, à l'huile de palme, par rapport à la protection des animaux sauvages, est-ce que tu sens que l'opinion publique bouge un peu à ce niveau-là quand même? Ouais, carrément. Moi, je trouve qu'il y a beaucoup de sujets aujourd'hui dont on parle, qu'on n'aurait jamais abordé il y a quelques années, qui sont aussi sur le devant de la scène. Et c'est la maltraitance, ça va aussi pour tous les animaux sauvages, animaux d'élevage, animaux domestiques. Et je pense que c'est une bonne chose parce que ça devrait plus être considéré comme acceptable dans nos sociétés modernes, la souffrance. Moi, je pense que voilà, c'est vrai qu'aujourd'hui, je vais parler d'un truc parfois un peu tabou, mais c'est vrai que consommer des produits d'origine animale dans des proportions démesurées comme l'Occident le fait aujourd'hui, c'est quelque chose qui pollue, qui détruit la planète. Donc ça déforeste énormément, ça crée des gros conflits, notamment avec les grands prédateurs un peu partout, que ce soit donc le loup en France ou les lions en Afrique, les tigres en Inde. Voilà, c'est les mêmes choses. Il y a beaucoup de choses qui me choquent aussi là-dedans. Il y a notamment certaines pratiques de chasse aujourd'hui que je dénonce. Il faut savoir qu'il y a, je crois que si je dis pas de bêtises, c'est 20 millions d'animaux qui sont élevés chaque année pour la chasse, pour être relâchés dans la nature. Et la plupart du temps, ce sont même pas des animaux européens. Donc il y a plein de choses à faire. Je crois qu'il faut aussi, faut un peu réformer la chasse aussi. Il faut donner un peu plus encadrer certaines choses. Je pense à la vénérie sous terre, la chasse à courre, toutes ces choses-là, parce que c'est plus vraiment recevable à l'heure actuelle. Et pour rebondir ce que tu disais sur la nature en général, oui, nous on a profité. En fait, le problème c'est qu'aujourd'hui on vit dans une société moderne où 80% des richesses sont détenues par 20% de la population mondiale. Mais j'ai envie de dire que si demain le tiers-monde se met à vivre comme nous, il n'y a plus de planète. Donc faut vraiment réfléchir à tout ça. Il faut un peu repenser peut-être le rapport qu'on a au vivant, quoi. Redonner une place à la faune sauvage, retrouver des écosystèmes sains. Je veux dire, quand on voit le nombre d'ours qu'on a en France ou autre, c'est pas des choses acceptables. Il faut regarder un peu comment ça se passe chez nos voisins. Donc moi je dis que ce soit pour la faune sauvage, les animaux domestiques, des vaches, il manque aujourd'hui des lois, peut-être des vides juridiques pour éviter un peu la souffrance. Je pense qu'on peut toujours éviter au maximum la souffrance. Et voilà, donc il faut vraiment penser qu'on a un monde qui a été façonné par l'homme, pour l'homme, et que cette explosion démographique qu'on a aujourd'hui, cette mondialisation, elle est vraiment en train de créer une 6e extinction de masse. C'était WWF qui disait l'an dernier qu'il y avait 58% des animaux sauvages qui ont disparu en 40 ans de la planète. C'est des chiffres qui devraient nous faire bondir de honte. Et je crois que voilà, l'idée que les générations futures elles puissent grandir dans un monde comme ça, sans faune sauvage, moi je trouve que c'est
c'est insupportable et on est tous sur le même bateau et on peut tous faire des petites choses dans notre quotidien pour essayer de changer un peu cette tragédie qui s'augure parce qu'on peut pas accepter ça, quoi. Les gouvernements le feront pas pour nous de toute façon. Alors Adrien, j'ai comme l'impression que toutes les actions de sensibilisation qu'on peut faire, que toi tu fais, sont finalement faites en direction de personnes qui sont déjà acquises à la cause animale. Je veux dire par là que ceux qui se contrefichent de la nature sauvage et du bien-être animal ne vont pas suivre et aimer le compte Facebook ou Instagram d'Adrien Favre. D'après toi, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour justement atteindre et changer l'opinion de ces personnes qui ne nous suivent pas et qui ne sont pas justement acquises à la cause animale? C'est vrai qu'à mon avis, tu as raison. On est beaucoup dans les réseaux sociaux et on est vraiment un peu cloîtré, je dirais, dans des microcosmes et qui reflètent pas forcément une réalité parce que on est un peu, je dirais, dans une bulle virtuelle. On suit des gens qui aiment la même chose que nous, vice versa, et du coup, ça reflète pas vraiment, je pense, la société telle qu'elle est. Je pense qu'on entend souvent aussi dire, tu sais, que l'écologie c'est vraiment un problème de riches. Et je crois que finalement, c'est un peu vrai parce que, comme je te l'ai dit tout à l'heure, dans un monde où 80% des richesses sont détenues par 20% de la population mondiale, on peut pas vraiment reprocher à Monsieur Tout-le-Monde de pas se pencher un peu sur l'écologie. Moi, je crois qu'en fait, il faut vraiment faire prendre conscience au maximum de gens, à tout le monde si possible, bien sûr, que l'avenir de l'humanité, ça passera par une planète en bonne santé et que cette nature, notamment, elle fait partie de notre patrimoine. Je crois que c'est vraiment pour moi un devoir moral et éthique de la protéger. Voilà, la nature avec un grand N, que ce soit les animaux sauvages, la biodiversité, etc. Il faut vraiment replacer l'homme, à mon avis, dans la nature et pas le mettre à part comme aujourd'hui on a tendance à faire, où il y a les gens des villes, les gens de la campagne, la nature d'un côté. On est tous sur le même bateau et dans tous les cas, si ça continue à se dégrader, ça va pas bien se passer, quel que soit l'endroit où on vit. Et malheureusement, ce sera les gens qui vivront dans les pays qui manquent le plus de tout, qui vont en premier en pâtir. Donc il faut vraiment se réveiller là-dessus, je crois que c'est important. Ouais, mais après c'est très difficile, très difficile parce que c'est une vraie question de culture au-delà de ce qu'on pense fondamentalement, le fait que on peut très bien se dire oui, c'est vrai, l'animal souffre, faut éviter ça, on peut se dire ça et en même temps avoir notre culture judéo-chrétienne. Alors là, vraiment on rentre dans des sujets très très philosophiques et très profonds, mais clairement, on est éduqué de telle façon à penser que l'être humain est au-dessus de tout, quoi. La religion, c'est ça finalement. Je veux dire, la religion monothéiste, et nous, quand on veut bien y croire, en tout cas, nous force à penser que l'être humain est en haut, quoi. Et c'est à l'image de Dieu, l'être humain, Dieu a fait l'être humain à son image, donc il est en haut de tout ça, quoi. Et ça, malgré tout, ça fait partie de notre culture. C'est très difficile de s'en défaire. Alors, on peut y arriver, mais il faut vraiment se faire violence, se cultiver autrement. Et c'est des fois très dérangeant parce qu'on sort vraiment de sa zone de confort, en fait. Oui, il y a ça. Et puis, comme tu l'as vraiment dit, c'est l'héritage de siècles de culture, de religion et autres. Et c'est vrai qu'en plus, comme également tu l'as souligné tout à l'heure, on arrive avec notre morale occidentale à dire maintenant, faut arrêter, il faut vivre comme ça, faut faire des efforts, alors qu'on a tout abîmé au cours du XXe et au début du XXIe siècle. Donc c'est vrai que c'est un peu difficile, c'est vrai, parce que l'écologie, encore une fois, c'est vraiment un problème de riches, quoi. On peut pas dicter aux gens une façon de vivre quand on n'a même pas été fichu notamment, ne serait-ce qu'en Occident, notamment je pense à l'Europe, de préserver nos écosystèmes et on est un fichu de cohabiter notamment avec les grands prédateurs. Et on va faire la morale après à l'Afrique ou à l'Inde, donc c'est ça qui est compliqué. Parfaitement. Alors Adrien, ça fait déjà 20 minutes qu'on est ensemble, c'est formidable, mais on n'a toujours pas parlé ni de l'eau ni de photos. Donc, en tout cas, non, c'est important qu'on puisse parler de tout ça parce que je sais que les gens qui m'écoutent et qui nous écoutent sont aussi sensibles à ça et c'est bien qu'on puisse aborder ces sujets. Ça fait partie de notre passion de la photographie animalière. Alors, je sais bien qu'en France, être ambitieux, c'est souvent mal perçu, et d'ailleurs je pense que c'est vraiment dommage, on peut revenir à la culture, notamment française, de ce côté-là, c'est un peu dommage. Mais est-ce que, Adrien, toi, tu ambitionnes d'être le porte-parole de la cause des animaux sauvages en France? Alors, si je te pose cette question, c'est que justement, j'ai pas l'impression qu'il y ait une personne qui tienne vraiment ce rôle-là. Alors, on pourrait penser, par exemple, à Vincent Munier, qui est un peu connu en dehors du monde de la photo animalière, mais
qui semble pas, alors je me trompe peut-être, je le connais pas personnellement, mais qui semble pas avoir envie d'embrasser ce rôle-là. Est-ce que, est-ce que ça manque pas d'ailleurs? Et si ça manque, est-ce que toi, tu penses que tu pourrais remplir ce rôle-là, en tout cas médiatique, remplir cet espace médiatique? Euh, je sais pas si je suis un porte-parole du sauvage et j'ai aucune prétention de l'être, mais tout ce que je sais, moi, enfin, à titre personnel, c'est que la nature a vraiment changé ma vie. Ça m'a apporté beaucoup de choses, comme de la joie, voilà. Et que le minimum aujourd'hui que je peux faire à mon petit niveau, c'est essayer de lui rendre tous ces bons moments que je passe au quotidien quand je me rends dans la nature et que j'essaye d'observer des animaux sauvages. Moi, j'aime bien faire, en fait. J'aime bien dire que je fais de la photographie, on va dire, pour montrer la beauté, bien sûr, mais aussi la fragilité. Parce que je trouve que l'un ne va pas sans l'autre. Pour revenir à Vincent Munier, qui est vraiment un photographe, moi en plus que j'adore, je trouve qu'il est de plus en plus engagé. Il faut vraiment le féliciter. Notamment là, son dernier film sur le lynx, c'est vraiment très bien. Et je trouve, voilà, ce mec-là, c'est quand même un modèle pour beaucoup d'entre nous. Je comprends aussi cette position quand on arrive à un certain statut, qu'on a une présence médiatique importante. Ça peut vite être redondant et comment dire, et moralisateur aussi de parler tout le temps d'écologie, de protection. Il y a tellement de choses horribles qui se passent au quotidien sur la planète que les gens peut-être parfois n'ont pas envie d'entendre dire que telle espèce est en train de disparaître, telle chose est en train de se passer. Donc c'est vrai que c'est pas évident en fait de prendre vraiment parti parfois et voilà, c'est vrai que je trouve parfois que les photographes animaliers ne sont pas assez engagés et que c'est dommage parce qu'on a quand même une chance inouïe de voir un peu ces vestiges du sauvage et que je crois que malgré tout c'est quand même un devoir qu'on a d'essayer d'en parler pour militer et surtout pour sensibiliser les nouvelles générations notamment parce que c'est eux qui changeront le monde, je pense. Moi, je vais sortir une anecdote donc, qui m'est arrivée. C'est à la suite du film Je suis un nuisible, j'ai eu la chance d'être programmé dans des festivals, notamment si je te dis pas de bêtises, qui s'appelle Cinécourt, je crois, qui était à Avignon. Et donc, j'ai eu l'occasion de projeter le film à des collégiens et voilà, et c'était juste magique, suivi de débats. Et c'est vrai que c'était super intéressant et les jeunes sont super à l'écoute et aiment vraiment les animaux. Donc je crois que vraiment, c'est ce que je te disais, que en tant que voilà, l'enseignement notamment pourrait avoir peut-être donner des cours, je sais pas moi, sur la nature, faire des sorties en forêt plutôt que de rester toujours cloîtré entre des murs. On a tellement un beau pays avec une belle diversité malgré tout. Donc c'est quand même dommage de pas un peu plus parler même d'éthologie, de choses comme ça aux enfants, parce que c'est important et ça devrait faire partie de nos sociétés. C'est vrai que c'est dommage. Adrien, on aborde, si tu veux bien, le sujet du loup, parce que c'est quand même c'est censé être le cœur de l'interview. Alors, c'est l'animal qui est justement au cœur de ton dernier court-métrage, toujours que tu as fait pour le Nikon Film Festival. Pourquoi avoir voulu parler de lui et le mettre en avant? Je parle vraiment du loup en particulier dans ce film-là. Je sais pas, je crois que j'aime bien les mal aimés en fait. J'avais fait le scénar l'année d'avant, donc je trouvais que le loup c'était une suite logique. Non, plus sérieusement, moi j'ai toujours eu une fascination avec mon petit frère, même notamment depuis tout petit pour le loup. Et ça va en faire rire pas mal à mon avis, mais je crois que vraiment moi ça date j'avais adoré un film qui s'appelait Danse avec les loups. Ah bah oui. Avec Chaussette. Voilà, exactement. Et je crois que la mort du loup Chaussette, qui était le compagnon du lieutenant, la John Dunbar dans le film, c'est vraiment un truc, ça paraît un peu bête, mais ça m'avait traumatisé, je crois. Et du coup, voilà, j'ai toujours adoré les loups, c'est venu comme ça. Et puis, voilà, j'aime vraiment cet animal. Tiens, d'ailleurs, j'ai vraiment un trou de mémoire. Il meurt, le loup, il est tué par les... Ouais, il est tué, jusement, par les soldats américains qui reviennent après. Ouais. Ouais, donc c'était fort, c'était une vraie critique aussi déjà ce film sur la nature et notamment on voyait bien la différence de rapport entre les Amérindiens qui avaient un profond respect de la nature et des animaux et des soldats américains qui arrivaient qui tiraient sur les bisons un peu au hasard ou qui tuaient des loups juste pour le plaisir, donc c'était assez intéressant déjà. C'est clair. Donc oui, donc c'est on peut parler finalement de déclic à ce moment-là que tu as formalisé maintenant avec ce court-métrage. D'ailleurs, entre parenthèses, il a marché comment ce court-métrage-là dans le cadre du festival Nikon? Bah écoute, il a bien marché, on a encore fini deuxième au prix du public. Super. Donc voilà, on était un peu déçus encore d'être deuxième, mais oui. On fait pas des films pour gagner. Voilà, là je l'ai fait en plus avec mon petit frère. Mon petit frère m'aide beaucoup sur tous mes projets et on n'a pas fait un film pour gagner, on a fait un film pour qu'il soit vu. On a eu des super retours. Tout le monde m'avait dit fais pas de film sur le loup, tu vas te prendre des
des menaces de mort. Et au final, sincèrement, j'ai eu beaucoup plus, entre guillemets, d'emmerde, excusez-moi du mot, avec le renard qu'avec le loup. Donc, comme quoi, Mais et le fait que ce soit le prix du public, ça veut dire quelque chose, quoi. Ça veut dire que finalement, les gens, le grand public, a une vraie empathie pour le loup, en tout cas dans le cadre de ton film. Donc c'est quand même plutôt bon signe. Ouais, c'est bon signe. De toute façon, selon un sondage Ipsos, je crois que c'est 80% des Français sont favorables au loup. Donc nous, on est vraiment super contents. Le prix du public, c'est une vraie valeur à nos yeux. On aurait aimé aussi être un peu reconnu par le monde professionnel. Après, c'est comme ça. C'est vrai que c'est pas forcément des sujets aujourd'hui qui parlent. Il faut faire des films plus humanistes, je pense, pour que ça marche à ce niveau-là. Pour entrer dans le cadre d'une réussite au niveau des professionnels. Quels sont les effectifs connus? Là, on est le 12 avril 2018. Quels sont les effectifs connus du loup en France? Alors, 12 avril 2018, je sais pas trop. Mais le dernier recensement, il faisait état d'environ 360 loups en France. Mais la vérité, c'est qu'en fait, personne ne sait réellement combien ils sont. En fait. Alors, c'est toujours intéressant de mettre en perspective, parce que là, 360, ça veut tout rien dire. Par rapport à des pays, on va dire, similaires comme l'Italie et la France, est-ce qu'on peut comparer? Alors, je crois qu'en Italie, il y aurait, si je te dis pas de bêtises, dans une fourchette haute, enfin basse et haute, il y aurait entre 1500 et 2500 loups. D'accord. Pour moi, ce sera entre 1500 et 2000, mais donc c'est quand même bien supérieur. Oui, bien sûr, ouais. Je continue sur des éléments factuels. Est-ce qu'on sait aussi jusqu'où il est allé en France? Alors, on sait qu'il est historiquement, il était exterminé par les hommes en France, en tout cas sur le territoire français, il était exterminé. Mais c'est pas un mais, il est revenu naturellement par les Alpes et par l'Italie où il y avait une source, en fait, une zone où il était resté à l'état sauvage. Il est revenu par l'Italie. Et en France, donc il avance, et c'est très bien. Et jusqu'où est-il allé? Alors, comme tu l'as dit, en fait, la répartition du loup en France, elle progresse. Et c'est vraiment une bonne nouvelle, on devrait vraiment s'en réjouir, parce qu'il y a plusieurs manières de voir la problématique loup aujourd'hui. Il y a des gens qui vont se dire c'est terrible, et c'est souvent mon cas, il reste 360 loups, on est encore en train de les tuer, etc. Mais aussi, on peut essayer de voir on va essayer d'être positif, on peut se dire que voilà, il y a 50 ans, il n'y avait plus de loups en France. Le loup, il avait disparu donc après des siècles de persécution. Je crois que la disparition avérée, elle est en 1937, si je te dis pas de bêtises. Il a fait son retour en 1992, voilà, par le parc du Mercantour en provenance d'Italie. Et depuis, il a pas cessé de coloniser de nouveaux territoires et c'est très bien. Moi, je pense qu'il faut vraiment s'en réjouir. Il y a un vrai retour du loup partout en Europe, donc ça, c'est vraiment bien. Je sais qu'en France, donc, il a eu plein de nouveaux territoires, la partie orientale des Pyrénées, Massif central, les Vosges, la Haute-Marne, si je dis pas de bêtises, et je crois qu'il y a eu même dernièrement dans l'Aube. Donc non, c'est très bien. Après, voilà, il y a certaines zones en France où je pense qu'il pourra pas s'établir parce qu'il n'aura pas un habitat approprié, mais en tout cas, il est vraiment en train de revenir un peu partout. Non, effectivement, moi, je pense sincèrement que c'est une très bonne nouvelle. Comment tu expliques, Adrien, qu'on est au XXIe siècle, c'est absolument pas un scoop, et le loup, comment ça se fait qu'il fascine et qu'il intrigue toujours autant? Je veux dire, on n'est plus au Moyen-Âge où on avait, je pense, des raisons concrètes et réelles de craindre ce prédateur. Mais je veux dire, aujourd'hui, c'est plus le cas, plus du tout. On n'a pas besoin, on n'a pas à craindre de manière objective cet animal-là. Pourquoi il y a un tel décalage entre la réalité de son inoffensivité et la peur parfois irrationnelle que les gens ont envers lui? Comment tu l'expliques? Moi, je pense que la peur du loup, voilà, c'est comme on disait tout à l'heure, un peu la peur du loup, elle est vraiment ancrée au niveau culturel, religieuse. Ça a toujours été le cas historiquement chez l'humain. Dans l'imaginaire collectif, on a toujours eu peur du loup. On disait qu'il était dangereux, qu'il mangeait les enfants. On nous racontait des contes quand on était tout petit avec les trois petits cochons, le petit chaperon rouge, Pierre et le loup. Il y en avait sans doute un paquet d'autres. Et pourtant, voilà, le loup n'attaque pas l'homme. C'est pas un mangeur d'hommes. Les accidents, ils sont rarissimes. Je veux dire, ça reste dans les siècles passés, les cas d'attaque, ça relevait le plus souvent de loups enragés. Aujourd'hui, là, il y a plus de rage en France depuis le début des années 2000. Donc, voilà, au risque de décevoir les anti-loups, voilà, il n'y a pas de danger avec un loup. Il a une peur bleue de nous et qui est justifiée parce que, voilà, comme tu l'as très bien dit, on l'a complètement massacré. Il y a eu des siècles de persécution envers lui. Donc, voilà, des fois, on a vraiment l'impression, pour moi, qu'il y a un antagonisme en fait entre les gens dans les milieux ruraux et ceux des villes, et que on a l'impression que les gens des villes adorent les loups et peut-être parfois un peu dans le milieu rural un peu moins, ce qui n'est pas exactement vrai aussi,
mais parce que peut-être aussi que les gens des villes sont déconnectés. Parce que bien sûr que le loup peut apporter des problèmes dans la vie de tous les jours, faut pas non plus raconter n'importe quoi. Mais c'est vrai que moi je constate que les Français aiment les loups, et comme je te l'ai dit tout à l'heure, voilà, au dernier sondage Ipsos, c'était 80% des Français sont favorables à son retour. Donc moi je trouve que c'est une très bonne nouvelle. À chaque fois qu'il y a des consultations publiques, ça remporte haut la main le fait qu'il faut protéger les loups. Donc voilà, Clairement. Clairement. Et puis tout à l'heure, tu disais qu'on a construit notre monde autour de l'homme. C'est ce qu'on a fait en exterminant le loup. C'est simplement par confort, tout simplement. C'est pour être bien chez soi et pas être embêté par ce grand prédateur. Et justement, je pense que son retour-là nous aiderait à nous donner un peu plus d'humilité, à nous remettre un peu à notre place, plus naturelle, dans l'écosystème dans lequel on vit, dans l'environnement dans lequel on vit. Parce que moi, j'ai un ami qui est parti au Canada, qui a dormi en pleine forêt. Et là-bas, il y a des loups, il y a des grands prédateurs, il y a des ours. Et il me disait que, évidemment, il ne risquait rien dans le cadre dans lequel il était. Mais le simple fait de savoir que dans l'endroit dans lequel il était et il évoluait, il y avait des vrais animaux sauvages, des vrais grands prédateurs. On n'a pas peur, mais on a un rapport à la forêt différent que le rapport qu'on a nous ici en France. C'est-à-dire que quand on est en France, on ne risque rien. Enfin, je veux dire, on se sent tout puissant. Le fait qu'il y ait ce retour d'un grand prédateur va nous remettre un peu notre place, et je pense que c'est pas plus mal finalement. Oui, complètement. Voilà aussi la question à se poser, c'est quel monde on veut. Est-ce qu'on veut une nature complètement aseptisée qui va que dans notre intérêt? Et puis de toute façon, voilà, avant d'être humains ou animaux, on est terrien, on partage un habitat. Et je pense que justement, en tant qu'animal, on va dire le plus évolué, on devrait laisser un peu de place aux autres, tout bêtement. En fait. C'est ça. Ouais, être moins égoïste, mais voilà, bon, c'est un travail. C'est important, surtout excuse-moi de t'avoir coupé, mais c'est vrai que pour les écosystèmes, je veux dire, des forêts saines aujourd'hui, c'est des forêts où il y a des grands prédateurs, où il y a toutes les strates d'une chaîne alimentaire qui est normale. Donc c'est bénéfique à tout le monde. C'est difficile à recevoir pour certaines personnes, mais c'est vraiment important d'avoir des grands prédateurs. C'est sûr, il faut voir de manière macroéconomique et pas microéconomique. Il faut vraiment avoir une vision, prendre de la hauteur et avoir une vision globale, et c'est vrai que c'est pas toujours simple. Comment ça se fait alors on le sait très bien quand on parle du loup, l'argument massu qui revient, c'est notamment pour les éleveurs, alors qu'ils peuvent craindre à juste titre pour leurs troupeaux. On sait que les éleveurs ont vraiment un attachement assez important envers les animaux, et puis surtout, ça a une valeur économique. Donc un mouton ou une brebis qui se fait tuer par un loup, si ça arrive, ça peut être assez embêtant au niveau économique. Mais comment ça se fait que des pays comme l'Italie ou l'Espagne réussissent à mieux cohabiter avec le loup, et que nous on n'y arrive pas, ou en tout cas on ne se donne pas les moyens d'y arriver? Ah ouais, non, mais tu l'as très bien dit, parce que faut pas raconter n'importe quoi. Bien sûr que pour des éleveurs, c'est bien plus difficile de cohabiter avec des loups, et il y a parfois même des drames humains derrière, parce que ces gens-là, ils essaient de nourrir leur famille, et il faut pas l'oublier non plus. Après, au risque de choquer, parfois, c'est vrai qu'on oublie souvent que la plupart de ces animaux, ils sont destinés aux abattoirs, et on accepte souvent que l'humain puisse les consommer, mais quand c'est le loup, tout de suite, ça va plus choquer. Et c'est vrai que voilà, moi j'ai un peu du mal avec ça, parce que la vérité avant tout, c'est que ce sont des pertes financières, comme tu l'as très bien dit, pour les éleveurs. Donc faut pas renier qu'ils font un métier qui est difficile, c'est une filière qui est en crise, ça on peut rien redire là-dessus. Par contre, le loup, il n'est pas responsable de cette crise. C'est vraiment pour moi la goutte d'eau qui fait déborder le vase, on va dire. C'est que aujourd'hui il y a une grande concurrence partout, notamment avec la Nouvelle-Zélande. Et la mondialisation aussi est à l'origine de cette crise. Faut vraiment pas l'oublier. Faut pas toujours raconter n'importe quoi. Donc, faut savoir qu'il y a 9000 attaques qui seraient imputées au loup en France. Et je crois que, si je dis pas de bêtises, il y aurait 7 millions de moutons. Donc, les attaques de loup, c'est peut-être 0,1% du cheptel ovin. Donc, alors, bien sûr que pour les gens qui subissent des attaques tous les jours, c'est vraiment très difficile. Et voilà, je crois vraiment qu'il faut pas leur jeter la pierre, parce que c'est vraiment pas une solution constructive, mais il faut vraiment leur venir en aide, parce que c'est toujours très facile de critiquer quand nous on est confortablement assis dans un canapé ou autre. Donc il faut trouver des solutions constructives pour améliorer leur vie, pour retrouver peut-être ce savoir ancestral de la garde des troupeaux qui s'est perdu, parce que le loup, pendant 75 ans, il a disparu de chez nous, donc c'est important de retrouver ces savoirs. Faut leur donner un peu les armes. Enfin, j'aime pas trop dire les armes, parce que ça vient vraiment en guerre finalement. Mais on est un peu en guerre finalement, parce que c'est vrai que
quand tu vois que le gouvernement français il a quand même créé une brigade loup qui tue 40 loups par an, c'est quand même pas un bon exemple, quoi. Donc, je crois que c'est des raisons très, très politiques. C'est simplement, ok, on tue des loups, regardez, le gouvernement agit pour les éleveurs. Je pense que c'est la solution. Encore une fois, c'est une solution à court terme qui va contenter une certaine partie de la population, qui va pas trop choquer. Alors si, ça va choquer le microcosme des échos purs et durs et de ceux qui défendent la cause animale, évidemment, ça va les choquer. Mais pour le grand public, finalement, ok, bon, voilà, on va tuer des loups, ça passe, quoi. Donc, ouais, je pense que ce sont des décisions qui sont très politiques et qui sont très court-termistes. Est-ce que justement, il n'y a pas des solutions un peu plus, on va dire, plus intelligentes, quoi Bien sûr. Ce serait quoi? Enfin, aujourd'hui, je pense que le gros problème, c'est qu'il faut trouver des solutions constructives. Moi, je ne crois pas du tout dans la solution létale qui est appliquée aujourd'hui. Je pense qu'en cas d'attaque, après, moi, c'est à titre personnel, je pense qu'il devrait y avoir quelqu'un qui vienne passer du temps dans l'exploitation et qui forme le berger et qui explique peut-être quel manquement il y a eu pour que l'attaque ait pu avoir lieu. Parce que aujourd'hui, ce qui se passe, c'est qu'après une attaque, il y a un agent de l'ONCFS qui vient, qui constate l'attaque. Et après, finalement, il se passe rien, quoi. Au bout de plusieurs attaques, il y a une décision préfectorale qui, sous la pression parfois de lobby ou de la vindicte populaire, qui va autoriser un tir. Mais finalement, c'est pas très constructif, quoi. On tue un loup souvent au hasard, qui peut-être même parfois il a jamais attaqué un troupeau. Clairement. Pour moi, c'est la pire facette de l'humanité que de vouloir tuer ce qui dérange. J'ai eu la chance de rencontrer Jean-Michel Bertrand plusieurs fois et j'aimais beaucoup une phrase qu'il avait sortie. Il disait qu'en fait aujourd'hui on peut pas dire qu'on est pour ou contre le loup parce que c'était pas quelque chose de constructif, parce que ce serait un peu comme se demander si on était pour ou contre l'orage, parce qu'à un moment donné c'était le loup il est là et qu'est-ce qu'on peut faire, quoi. Bien sûr. Et j'avais trouvé cette phrase super parce que ça montre vraiment l'incongruité de la situation, parce que c'est aussi à l'humain de s'adapter, de repenser un peu le monde, de laisser un peu de place au sauvage, parce que ça va pas aller comme ça et c'est pas constructif. Moi je vois l'ASPAS notamment qui est vraiment mon association de cœur et qui est pour aujourd'hui que les bergers non protégés ne soient plus indemnisés. Ça paraît cruel, ça paraît dur, mais moi je pense aussi au risque de choquer, que ce serait normal, parce que si demain moi je ferme pas à clé chez moi et qu'on me cambriole, mon assurance elle me couvre pas, et quelque part c'est logique. Donc je pense qu'il faut vraiment pas jeter la pierre aux éleveurs, qu'il faut les aider. Mais qu'il faut vraiment changer un peu c'est de la formation, c'est de l'éducation et c'est donner les moyens financiers et les aider, mais en amont, quoi. Évidemment pas après, mais en amont. On pense aux fameux chiens, les patous, qui peuvent être une solution, mais j'ai dû entendre ou lire aussi que ça peut être efficace, mais quand c'est bien fait. Sauf que quand il y a qu'un seul patou qui est là tout seul, et ça peut pas suffire, il en faut plusieurs, ça coûte cher, il faut les éduquer. Donc et alors après, tu sais que finalement aujourd'hui, donc on essaie de trouver des systèmes efficaces et de mieux encadrer, de former, etc. Mais les chiens de protection, ils sont d'ailleurs quand même financés à 80% par l'État. Il y a aussi également, je crois que si je te dis pas de bêtises, l'aide au gardiennage des troupeaux, l'installation de parquets électrifiés. Donc voilà, donc je pense qu'il y a quand même des choses qui sont faites. Il faut pas dire que tout est noir ou tout est blanc. Bien sûr. C'est jamais plus simple. Mais je pense vraiment qu'aujourd'hui, l'État doit mieux accompagner les éleveurs qui sont volontaires pour développer des techniques pastorales alternatives. Ou voilà, il faut savoir qu'aujourd'hui, les indemnisations pour les attaques de loups en 2016, c'était 3,5 millions d'euros qui ont été reversés aux éleveurs. Quand aujourd'hui, notamment Vauquiez, qui était le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes, il a fait voter 3 millions d'euros de subventions pour les chasseurs de sa région. Ouais. Et si tu veux, je trouve que dans un cas, ça choque beaucoup, mais dans l'autre, ça choque pas vraiment. Ouais. Donc, c'est vraiment dommage. Et parce qu'en plus, au passage, il a quand même réduit les aides pour les associations écologistes. Donc, je pense qu'il faut essayer d'être un peu plus... que peut-être que nous, les entre guillemets écolos, on mette un peu de l'eau dans notre vin, mais que de l'autre côté aussi, il y a un peu des pas vers nous. Mais c'est très passionné. J'imagine qu'il suffit d'entendre des débats, parfois à la télévision, la radio, même des débats qu'on peut avoir entre nous. C'est très passionné et on s'écoute assez peu finalement. Donc c'est assez difficile de trancher. On peut pas trancher comme ça, effectivement, tu l'as dit. C'est ni oui ni non, c'est ni blanc ni noir. Il faut trouver un bon équilibre et c'est pas facile parce qu'il y a de la passion derrière, il y a de l'argent derrière aussi. Et tout ça rajoute de la complexité. On va, Adrien, si tu veux bien aborder tranquillement le sujet de la photographie tranquillement. Est-ce que c'est
alors je connais déjà un peu la réponse, mais est-ce que c'est possible de photographier le loup en France, le loup sauvage, j'entends. Est-ce que c'est dans le domaine du possible? En France, tu veux dire, oui, oui. Ouais. Moi, je pense que c'est possible. Après, je considère être mal placé pour répondre à la question parce que faudrait demander peut-être aussi à des gens qui sont beaucoup plus spécialistes que moi, comme Jean-Michel Bertrand, Fabien Brugman aussi, qui a fait un super boulot sur le loup en Italie, Oui. notamment même Vincent Munier, ils ont un vrai savoir de terrain sur le loup et quitte à décevoir, moi je pense qu'aujourd'hui en France, à l'heure actuelle, il faut vraiment éviter au maximum de vouloir le photographier, sauf si on prend d'immenses précautions parce que la pression sur l'espèce aujourd'hui, elle est telle que c'est quand même un peu compliqué. Voilà, il y a chaque année en France, quand même, on prélève 10% de la population. Il y a même des louveteaux qui ont été tués l'an dernier. Donc voilà, la réponse, elle va en décevoir beaucoup et je m'en excuse, mais je pense qu'il faut éviter. Faut savoir que l'an dernier, en mars, il y avait le gouvernement qui avait mandaté l'ONCFS et le Muséum d'histoire naturelle au sujet des loups pour une étude pour savoir si les tirs de prélèvement étaient dangereuses quant à la viabilité de l'espèce. Et que l'étude, quand même, a démontré que oui, si on continue à tuer des loups dans de telles proportions, l'espèce finirait à nouveau par disparaître en France. Et on voit que pourtant rien n'a changé. Il y a aussi énormément, on ne parle pas de quelque chose, mais il y a beaucoup de braconnage. Donc voilà, pour répondre à la question, oui, c'est possible. Aujourd'hui, on peut photographier le loup. Il y a de plus en plus de photographes qui arrivent. Moi, c'est pas mon cas. J'ai jamais réussi à photographier un loup en France. J'en ai fait en Finlande, en Pologne, en Biélorussie. Aux États-Unis, notamment avec un ami à moi, Arnaud Marchais, on avait pu observer une meute de 16 loups et c'était vraiment incroyable. En février de cette année, j'ai essayé et je suis vraiment passé tout près. Voilà, ça s'est joué à très peu. Je faisais ça avec un ami qui s'appelle Johan Clément et lui qui a réussi à photographier un loup l'an dernier en juin. On peut d'ailleurs voir, il avait fait une petite vidéo sur YouTube. Ce qu'il avait fait, ça s'appelle Wild Forest Photography. Et il raconte cette super rencontre, donc c'est vraiment émouvant. Voilà, lui, c'était son rêve et c'était vraiment magique. Moi, je me souviens qu'il m'avait appelé un matin justement pour me raconter ça. Et il était vraiment ému et c'était beau. Donc c'est possible. Ouais, mais pour la petite histoire, c'est possible. C'est pas impossible. Mais lui, pour la petite histoire, il essayait de photographier des renards et il a réussi à photographier le loup. Donc je pense qu'aujourd'hui, le meilleur moyen de photographier le loup, justement, c'est de ne pas vouloir le photographier. Ça peut se présenter comme ça. Bien sûr, ouais. Alors, par rapport au matériel, j'imagine qu'il faut des longues focales parce que l'approcher. Mais juste, est-ce que c'est difficile de l'approcher? Le renard, oui, c'est difficile. Le chat sauvage, oui, c'est difficile. Les rapaces, les buses, par exemple, c'est très difficile parce que elles ont une vraie crainte justifiée auprès de l'homme. Est-ce que le loup est aussi difficile? Alors, il est rare. C'est pour ça que c'est dur de le voir, mais s'il est dans un environnement où si on le voit, est-ce que c'est dur de l'approcher? Est-ce qu'il faut prendre autant de précautions qu'il faut le faire pour le renard, par exemple? En France, De toute façon, voilà, c'est un animal qui a une peur bleue de l'homme, qui est ancré dans son patrimoine génétique, sauf si on va dans des zones qui sont pas chassées, notamment les parcs aux États-Unis, au Canada, ou les Abruzzes aujourd'hui, qui sont un super exemple, notamment de cohabitation humain-loup, puisque ça génère beaucoup d'argent pour le tourisme notamment. Donc je pense il doit pouvoir être approché. C'est les mêmes règles qu'avec le renard notamment, je pense, mais avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de précautions toujours pour ne pas déranger, surtout vraiment que c'est une espèce qui est aujourd'hui quand même un peu traquée en France. Hein. Alors Adrien, donc je suis sur Instagram, j'aime bien animer la communauté qui me suit sur Instagram. Toi aussi d'ailleurs tu as une bonne communauté qui est derrière toi. Et donc j'ai posté simplement une petite story en disant que j'allais t'interviewer, que j'aurais voulu que ceux qui me suivent puissent aussi te poser des questions. Et c'est le cas. Pas mal ont répondu, donc je te propose Adrien, si tu veux bien, de répondre à quelques-unes de ces questions. On va commencer avec celle. Alors j'ai pas les prénoms. Hein, il faudrait que j'ai pas les prénoms tout de suite. C'est pas très grave. Alors une première question. Et qui est celle-ci? Comment à notre échelle, alors exemple mineur, retraité, donc c'est le cas de la personne qui pose la question. Comment à notre échelle peut-on agir pour la protection de ce grand prédateur? Alors c'est une question intéressante justement ça. À notre échelle, à l'échelle d'un citoyen, un lambda, quoi. Qu'est-ce qu'on peut faire? C'est une super question et moi j'aime beaucoup ce genre d'initiative, donc je félicite vraiment ce monsieur. Je pense que pour aider à la protection des loups aujourd'hui, il y a plusieurs solutions. Déjà, ça paraît bête, mais c'est répondre aux consultations publiques dès qu'il y en a pour annoncer son mécontentement, dire qu'on n'est pas d'accord avec ces mesures.
On peut aussi adhérer à une association de protection de la nature, comme l'ASPAS, voilà, qui fait des choses incroyables. On peut soutenir Caplou, il y a Ferrus aussi notamment qui existe. Voilà, faut en parler autour de soi pour sensibiliser. Et soutenir, je te coupe Adrien, mais soutenir financièrement, ça peut être juste ça peut être un don annuel tout simplement. Exactement, bien sûr, soutenir financièrement, suivre les actions, ne serait-ce que même suivre la page de l'ASPAS sur Facebook. Déjà, c'est très bien parce qu'on voit les actions concrètes et du coup, voilà, ça donne envie de donner. Moi, je suis ASPAS et je vois au quotidien ce qu'ils font, c'est énorme. C'est des gens qui n'ont pas de vie, qui bossent vraiment et qui ont fait des choses concrètes et qui ont déjà, entre guillemets, j'ai envie de dire, sauvé des loups, puisqu'il y a déjà eu des tirs de prélèvement qui ont été annulés. Donc, c'est vraiment des gens investis. Je sais aussi qu'il y a également des bénévoles parfois qui viennent en aide pour garder les troupeaux pendant l'estive. Je crois que c'est Caplou, si je dis pas de bêtises, qui avait organisé ça les années précédentes. Donc voilà, c'est gentiment aller aider un berger à garder ses troupeaux bénévolement pour éviter les conflits avec les grands prédateurs. Et moi, je trouve que c'est des super initiatives citoyennes et ça devrait être bien plus répandu, ce genre de choses. Ouais, donc il y a des choses à faire. Il y a des choses à faire, c'est sûr. Autre question, Adrien. Alors là, c'est Inès. Je reconnais en fait son petit avatar, donc je la reconnais. Alors elle nous dit waouh, le loup avec un petit smiley, avec un cœur dans les yeux, donc ça j'adore. Et elle demande donc, j'aimerais bien connaître ta réaction en tout cas, que tu as pu avoir la première fois que tu as rencontré cet animal. La première fois que j'ai vu un loup, moi, c'était avec mon petit frère en Finlande. Et donc, quelle était ta réaction alors? J'ai fondu en larmes. J'ai vraiment pleuré de joie. On l'a vu, il était à une 50aine de mètres de nous. Il longeait la lisière de la forêt, en fait. Et ça a duré à peu près 10 secondes. Et on avait fait énormément de jours d'affût dans des conditions super difficiles. On était un peu à bout au niveau nerveux. Et non, c'était un super souvenir. Et ça a été vraiment, ça a été immense comme joie. Et d'autant plus que c'était en famille avec mon frère qui est lui aussi un inconditionnel du loup. Et du coup, voilà, c'était magique. Et après, pour moi, le gros problème justement avec le loup, c'est que quand tu commences à mettre un pied dedans, après c'est vraiment l'engrenage. C'est pas un problème. Envie de le voir. Ouais, le truc, c'est que bon, ça peut créer des problèmes quand même dans la vie de tous les jours. Ouais. Ça me fait penser à dire ce que tu dis, hein, l'émotion que tu as pu ressentir, les larmes que tu as pu verser aussi. Ça me fait penser à cette vidéo qu'on a vue de Vincent Munier, qui est d'ailleurs passée sur le journal, je m'en rappelle très bien, le journal de France 2 à 13h, quand il a sorti son film ou son livre, je sais plus d'ailleurs, sur le loup. C'est pas le loup. Si, c'était le loup. C'était sur les loups arctiques. Les loups arctiques, ouais. Et en fait, il l'attendait pareil depuis des semaines et des semaines, et être seul dans cet environnement hostile. Et quand il l'a vu la première fois, il a fondu en larmes, quoi. Et on l'entend parler, et c'est très très émouvant, et on peut comprendre l'émotion qu'on peut ressentir dans ces moments-là. Ah, c'est sûr. Moi, j'aime bien dire, je suis pas quelqu'un qui a forcément une grande mémoire, mais ce qui est assez incroyable avec la photo animalière, c'est qu'on me montre n'importe laquelle de mes photographies, je me souviens toujours quand elles ont été faites, de l'endroit, de l'émotion que ça m'a procuré. Donc c'est vraiment quelque chose, je pense que c'est presque une drogue en fait. On a des émotions qu'on retrouve nulle part ailleurs, et même pas besoin de voir un loup. On peut avoir des super émotions avec. Moi, je sais que c'est quelque chose que j'essaye de dans un premier temps de montrer à mes proches en fait, le fait d'observer un animal sauvage, mais quel qu'il soit, mais même le plus, quand je dis basique, il n'y a aucun sentiment, c'est pas péjoratif, c'est commun, voilà, ce sera le terme est mieux. On oublie tout en fait, c'est-à-dire qu'on peut avoir les plus gros soucis du monde quand on voit apparaître un animal sauvage qu'on attend, parce que oui, l'idée c'est quand même de l'attendre, de l'observer, et d'anticiper sa visite. Et quand il vient, et quand il est là à quelques mètres de nous et qu'on le voit, vraiment on oublie tout. Alors c'est un peu la mode en ce moment du moment présent, la méditation, mais c'est vraiment ça. On est dans le moment présent et on occulte tout. C'est vrai que je me souviens parfaitement d'avoir rencontré parfois des blaireaux, ça a duré 5 secondes, mais j'ai le souvenir d'avoir eu l'impression sur le moment que ça a duré une éternité. Et après, quand je regardais mes exifs de mes photos, la première prise de vue était à 19h56, la dernière était à 19h57, ça a duré 1 minute, mais dans ma tête, ça a duré des heures, quoi. Oui, c'est que tu as complètement résumé. Et c'est très drôle que tu dises ça parce que hier, du coup, j'ai emmené ma mère avec moi donc pour faire des photos. Et on s'est retrouvé face à un chevreuil à une 15aine de mètres et qui est resté peut-être 20 minutes avec nous.
Et c'était extraordinaire. Et elle était vraiment très contente d'être là. Clairement. Et ça sensibilise beaucoup les gens, quoi, de voir des animaux sauvages libres. C'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. Et j'adore emmener des gens. J'emmène plein de personnes de ma famille, des amis, et c'est toujours des super moments. Et vraiment, ça, c'est un super outil de sensibilisation. Complètement, ouais. Alors, question suivante, qui va être un petit peu plus technique. Est-ce que, selon toi, les croisements entre loups et chiens errants sont un danger? Oui. Les croisements entre les loups, ça peut vraiment être problématique. Enfin, entre les loups et les chiens, ça peut vraiment être problématique. Comme pour plusieurs raisons, comme tu l'as dit, déjà, c'est une menace pour le patrimoine génétique de l'espèce parce qu'elle l'affaiblit. Donc, faut surveiller ce problème. Après, je crois que ça reste vraiment très, très, très minoritaire. Deuxièmement, peut-être aussi parce que ces loups qui sont hybrides, ils ont sans doute un peu moins peur de l'homme. Oui. Donc, ils savent peut-être aussi moins chasser. Et voilà, je dis des choses, je peux pas l'affirmer, mais ça peut être possible. Ça peut être de l'ordre du possible. Et du coup, peut-être qu'ils se tourneront davantage vers les animaux d'élevage. Mais encore une fois, moi, je trouve que c'est un faux procès qu'on fait à l'encontre du loup parce que si ces loups hybrides existent, c'est aussi la faute de l'homme qui avec notamment les problèmes de chiens divagants, de chiens errants, de chiens abandonnés. Donc c'est encore une fois un problème apporté par les humains et donc je trouve que c'est un peu un faux procès. Il faut savoir que officiellement, donc il y a une étude l'an dernier, il me semble, de l'ONCFS, c'est 93% des loups qui sont purs chez nous en France et dans les 7% qui sont hybrides, ce serait vraiment des taux plutôt très faibles. Donc c'est pas encore un grand danger aujourd'hui, mais c'est à surveiller. D'accord. Autre question posée par un autre, on va l'appeler Instagrammeur. Est-ce que tu as eu des retours positifs ou négatifs sur ta campagne l'année dernière? Alors, on sort du sujet du loup, on revient on est sur le renard. Je suis nuisible. Donc, est-ce que tu as eu des retours plutôt négatifs ou plutôt positifs? Est-ce que ce genre d'action militante est efficace par rapport à ton film court-métrage? Ouais, alors moi j'ai eu des retours très positifs. Vraiment, c'était hyper intéressant. J'ai rencontré plein de gens passionnants, notamment Jean-Michel Bertrand, Franck Vignac avait fait un super film sur le renard avec, je crois que c'était L'odeur de l'herbe coupée qui était un magnifique. Ouais. Ouais, exactement. Voilà, j'ai eu des programmations à des festivals, notamment comme j'en parlais tout à l'heure à Avignon où ça avait été projeté avec des collégiens. Donc non, j'ai eu vraiment plein de retours positifs. Après, est-ce qu'il y a eu des... Non, il n'y a pas vraiment eu de changement encore aujourd'hui. Je crois qu'il y a 2 départements seulement qui ont sorti le renard du classement nuisible. Ouais. La Savoie et la Corse. J'espère vraiment que le reste va suivre. Mais c'est pas des films comme le mien qui vont changer les choses. C'est vraiment les associations et le fait d'en parler. Parce qu'aujourd'hui, il faut savoir que toutes les études scientifiques, elles sont en faveur du renard. Il empêcherait la propagation de la maladie de Lyme. Elle explose actuellement en France. Il serait avéré que plus on tue de renards, plus l'échinococose, elle se répand. Donc voilà, en plus de ça, tout le monde sait que c'est un magnifique auxiliaire des cultures parce qu'il lutte contre l'explosion démographique des populations de rongeurs. Donc pour moi, le renard, c'est vraiment un allié, pas un ennemi. Voilà, donc j'ai eu vraiment des retours positifs. J'ai eu des retours négatifs parfois. J'ai même eu des menaces de mort quand même, faut quand même le dire. Ouais. Ça, et ce qui est fou, c'est que pour le loup, j'ai absolument rien eu. Et que pour le renard, ça a créé vraiment Voilà, j'ai des gens qui m'ont attaqué, qui m'ont envoyé des messages. Ça reste très très minoritaire. Ouais, mais ça attaque quand même la motivation, ça attaque de l'énergie parce que quoi qu'il arrive, même si ça reste minoritaire, on les lit ces messages et ça touche forcément quoi. Donc oui. Ouais, Après, ça touche forcément, mais je vais pas jeter la pierre aussi. Je vais le dire et j'ai aucune honte à dire ça. J'ai eu des chasseurs très sympas qui sont venus me parler et qui me disaient oui, c'est scandaleux, il faut retirer le renard du classement de nuisible. Donc faut pas noircir le tableau aussi. J'ai eu quelques personnes un peu limitées, mais sincèrement c'était infime. C'était vraiment. Est-ce que quels sont tes projets, Adrien, pour les quelques mois qui viennent là, un nouveau projet de court-métrage ou un projet de livre par exemple? Quelle va être ton actualité dans les mois qui viennent là? Ouais, j'ai des projets en tête un peu maintenant, il faut les concrétiser. Donc j'ai un projet de bouquin, voilà, j'aimerais vraiment faire quelque chose sur le renard parce que c'est vraiment cet animal qui m'a fait débuter, entre guillemets, qui m'a fait connaître aussi et voilà, j'ai vraiment une histoire particulière avec le renard. J'avais notamment moi suivi un renard pendant 4 mois et que j'avais retrouvé une fois mort, donc que j'avais retrouvé mort, voilà, en allant faire des photos. Et c'est vraiment je pense que ça aussi, pareil, on parlait d'éléments déclencheurs tout à l'heure, et ça l'a été aussi.
Et j'ai vraiment envie de rendre hommage à ce petit animal qui est très décrié, qui est souvent détesté, que les gens réduisent à un mangeur de poules ou à un porteur de maladies, alors que c'est vraiment un animal super attachant, qui est bien plus utile que nuisible. Clairement. Et je trouve que il est l'heure aujourd'hui de faire un petit plaidoyer pour le renard et pour améliorer cette situation, parce qu'il faut savoir que le classement de nuisible, il est vraiment... C'est honteux. Ouais, c'est honteux. Ouais. Mais d'ailleurs, n'importe quel classement nuisible, c'est... oui, exactement. Ce terme-là de nuisible est juste absolument abject et d'avoir une liste, c'est absolument qui on est pour pouvoir décider que tel animal n'a pas le droit d'existence, quoi. C'est juste insupportable. Écoute, Adrien, alors où est-ce qu'on peut retrouver ton travail? Donc j'ai pas quand même parlé assez souvent de ton compte Instagram. Est-ce que tu peux donner l'adresse, ou tu as un site? Comment on fait pour aller voir ce que tu fais et être au courant de ton actu? Alors, donc moi, je suis pas mal sur les réseaux sociaux. C'est vrai, j'ai un compte Instagram qui est Adrien Favre Wildlife, et j'ai aussi une page Facebook où je mets pas mal de mes photos, films, etc. Donc voilà. Donc là, on peut suivre pas mal mon travail sur les réseaux sociaux, notamment Internet. Super. Alors je mettrai, ceux qui écoutent l'interview en podcast, qui n'ont pas là tout de suite sous les yeux les liens, eh bien je mets les liens de tes comptes, Adrien, sur l'article sur le blog Auxonnature Nature. Donc il suffit d'aller sur le blog pour retrouver en fait les liens dont on parle maintenant, et d'aller après pour aller sur tes différents réseaux. Adrien, je te remercie vraiment sincèrement pour ce long moment passé ensemble. On a abordé du temps. Ouais, on a passé 1 heure ensemble, donc c'est très très bien. J'espère que le fait d'avoir parlé de tout ça, ça pourra ouvrir les yeux à certaines personnes. Donc c'est quand même le but de ces émissions-là. Et puis écoute, je te souhaite vraiment bon courage pour toutes tes actions de sensibilisation, tout ce que tu fais, c'est très important. Et continue comme ça. Moi de même, je te souhaite plein de belles photos, de belles rencontres, et je te dis à très bientôt. Cet épisode est à présent terminé, j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire sur iTunes, si vous écoutez via iTunes, à m'envoyer un mail par exemple, ou laisser un commentaire sur l'article du blog si vous êtes sur le blog. Bref, dites-moi ce que vous avez pensé de cet épisode et de ce que vous pensez en général de mon podcast, ça me ferait très plaisir de pouvoir vous lire. Je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle aventure, un nouvel épisode. Faites de belles photos, portez-vous bien, ciao ciao.